Le MAG au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison du MAG au carré. Et comme l'année dernière, je suis évidemment avec Audrey Jourdain. Bonjour. Bonjour Bérénice. Rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Comment allez-vous ? Très bien, ravie d'aborder le sujet du commerce à la veille de l'ouverture du SIAC. Et oui, c'est vrai que le SIAC, c'est demain. Et puis, le commerce rayonne. Justement, on a 3 invités en plateau aujourd'hui. Fabrice Fubert, Bruno Ancelin et Christophe Noël. Voilà, ravis messieurs de vous accueillir. On commence tout de suite avec votre édito, Audrey. Le MAG au carré, l'édito d'Audrey. Le top 3 des meilleurs crus du marché français de l'investissement en immobilier commercial est occupé par les années 2014, 2019 et 2022. Malheureusement, 2023 n'y fera probablement pas son entrée car la classe d'actifs commerce n'a pas été épargnée par le ralentissement global du marché de l'investissement immobilier. Néanmoins, la classe d'actifs présente des signaux positifs de marché dont on citera les 5 principaux. Le premier, la part de marché de la classe d'actifs commerce progresse significativement dans l'univers de l'investissement en immobilier d'entreprise puisqu'elle s'est élevée à 28% au premier semestre contre 22% en 2022 et 16% en 2019. Deuxième point positif, le marché parisien de l'immobilier commercial croît de manière spectaculaire. Avec 1 milliard d'euros d'investissement au premier semestre, il a progressé de 40% sur un an et de 230% par rapport à 2019. Troisième point positif, Paris est de plus en plus ciblé par les enseignes étrangères. En 2019, 45 s'étaient implantés. Un record. Et excellente nouvelle, les prévisions annoncent l'arrivée de 38 nouvelles enseignes à Paris en 2023, ce qui constituerait le deuxième record de la capitale après celui de 2019. Quatrième point positif, la France est également de plus en plus présente dans les stratégies d'implantation des enseignes en centre outlet. Selon une enquête, la France représenterait en 2023 la deuxième destination européenne privilégiée des enseignes pour s'implanter en centre outlet. Et dernier point très positif, les rénovations des zones commerciales d'entrée de ville vieillissantes devraient très prochainement animer le marché. L'État a lancé il y a quelques jours un appel d'offres pour la réinvention de ces zones commerciales et annoncera la vingtaine de villes lauréates qui bénéficieront d'un accompagnement financier dès novembre prochain. 3 villes ont d'ores et déjà été pré-identifiées, Chartres, Barentin et Grasse. Eh bien, merci Audrey pour cet édito. Tout de suite, accueillons nos invités. Les invités du carré. Alors Fabrice Fubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes chairman de Up Real Estate et vous êtes accompagné par Bruno Ancelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO donc de Up Real Estate. Également en plateau avec nous, Christophe Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. Alors on va commencer avec vous, Fabrice et Bruno. Peut-être pouvez-vous nous présenter, nous pitcher Up Real Estate ? En quelques mots, Up Real Estate est un cabinet de conseil indépendant spécialisé en immobilier d'entreprise avec un ADN spécifique sur l'immobilier de commerce. Nous sommes tous les deux avec Bruno et moi-même avec des expériences respectives de 35 ans et 25 ans dans l'immobilier de commerce, même si nous avons diversifié ce cabinet vers les parcs d'activité et les entrepôts. Up Real Estate, c'est 5 pôles de compétences. C'est le capital market. Nous avons réalisé sur 5 ans, parce que c'est un jeune cabinet depuis 2018, nous avons réalisé 1,4 milliard d'euros de transactions, dont de très belles transactions, que ce soit en retail park, en centres commerciaux et en centre-ville. Donc en 2022. 1,4 milliard, c'est sur les 5 dernières années. Oui. C'est déjà très beau avec une année Covid. Bon, sinon, ça serait très bien, on serait très heureux, mais c'est beaucoup. Donc, Capital Market, nous avons le département commercialisation, ce qu'on appelle leasing pour les anglo-saxons. Également l'asset management opérationnel, le tenant rep. Et nous venons de lancer une nouvelle ligne business depuis le premier semestre qui est le Financing Client Solution. C'est pour accompagner dans ce contexte un peu difficile de l'endettement et du crédit
pour accompagner nos investisseurs dans le cadre de mise en place de crédits classiques, bien évidemment, mais également de dette junior, dette senior, dette unitranche, et de les accompagner dans tout ce domaine du financement. Donc pour trouver une solution Trouver des solutions, et nous avons déjà réalisé de belles transactions, pour en parler un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Alors, c'est vrai qu'en introduction, Audrey nous a exposé les chiffres de cette belle année 2022 pour le commerce. C'est ce que vous avez constaté aussi, j'imagine, C'est Fabrice. chez Après les States. Alors, juste, moi, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres. Nous avons sorti aussi une étude semestrielle qui va être mise en ligne cet après-midi. Et sur les chiffres, on a une part de marché de 36%, mais ça dépend de ce que vous prenez comme volume d'investissement. Certains cabinets ou certains cabinets concurrents ne prennent pas en compte des ventes utilisateurs, où on appelle ça les ventes trophées assets, notamment le 101 avenue Champs-Élysées, qui a été réalisé fin juin, et également le 12-14 rue Castiglione. Nous, on a un petit peu plus en termes de volume d'investissement. Nous sommes à 2,2 milliards d'euros, contre 2,5 milliards d'euros sur l'année passée à la même époque. Alors, attention, ce sont pour nous des résultats satisfaisants, mais il ne faut pas s'enflammer, nous sommes dans un état paradoxal. C'est-à-dire que oui, il y a de belles transactions. On l'a vu en centre commercial, on en a parlé avec Christophe juste avant de venir. Il y a eu des belles ventes sur Italie 2 au premier semestre, Passy Plaza et bien d'autres. Donc bien sûr, et le centre commercial en termes de volume d'investissement a déjà atteint 1 milliard d'euros de transactés. Donc c'est très beau. Mais ça ne reflète pas le vrai dynamisme en fait de l'activité. On est clairement sur un marché lié à une politique monétaire très restrictive, et on ne remercie pas la BCE d'avoir encore augmenté de 25 points de base cette semaine, c'est au directeur. Ce ne serait peut-être pas la dernière aussi. Ça ne sera pas la dernière, parce que tant que tous les pays ne seront pas tombés en récession, la BCE continuera comme la Fed pour essayer d'atteindre une politique inflationniste moindre, en tout cas à 2%. Mais bon, donc ça on peut en discuter, c'est un autre sujet. Mais du coup, on se retrouve en fait avec une période... une période d'attentisme des investisseurs qui cherchent clairement en fait qui attendent clairement une stabilité des taux directeurs avant de s'engager. D'accord. Et alors, quand vous parlez d'investisseurs, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quels sont leurs profils? Est-ce que c'est des investisseurs français, étrangers? Sur le marché, on a beaucoup d'investisseurs domestiques, mais en fait, on a vu aussi que les SCPI, si on veut revenir par exemple sur une typologie d'investisseurs, les SCPI qui ont collecté 10,2 milliards d'euros sur l'année passée. Oui, c'est un record. C'est un record, collectent beaucoup moins sur le premier semestre. Maintenant, on s'aperçoit qu'elles souffrent également de décollectes, certaines, et on voit aussi également en ce moment, vous voyez beaucoup d'articles sur la décote des parts des SCPI depuis à peu près depuis mars. Maintenant, c'est quand même des SCPI qui ont collecté, qui investissent, mais qui cherchent un couple rendement-risque attractif et qui vont aussi investir au-delà du marché domestique, sur des marchés transfrontaliers, Allemand, Espagne, Portugal, Irlande. Donc, on a quand même une sorte d'évasion de l'épargne française. D'accord. Française, pardon. Peut-être, Bruno, un petit mot pour compléter les propos de... Oui, mon associé dit toujours tellement bien les choses, mais un petit résumé pour conclure sur qui nous sommes, surtout c'est ça qui est important, en tout cas à notre sens, quand on a créé notre société, c'est que on est une société de conseil. Le conseil, c'est un métier qui évolue aussi comme évolue le commerce, parce que c'est un peu le sujet. Donc on essaye, en tout cas avec beaucoup d'humilité, d'avoir cette capacité à pouvoir s'adapter en écoutant la demande de nos clients, qu'ils soient investisseurs, qu'ils soient bailleurs ou qu'elles soient enseignes. On a également aussi, de ce fait, la création de notre entreprise, notre petite PME, on a créé un network international avec des gens qui ont le même profil que nous. Aujourd'hui, donc c'est quoi? C'est un réseau où vous partagez quoi l'idée, c'est, comme disait Fabrice, c'est d'avoir une connaissance de notre marché domestique, mais aussi d'avoir une connaissance des marchés internationaux pour pouvoir échanger avec les différents clients de notre marché. Donc oui, on est représenté partout en Europe aujourd'hui, on est également en outre-Manche. Ça nous permet de pouvoir développer des lignes business comme le Talent Rep, où on a déjà fait plusieurs opérations de Talent Rep avec des partenaires étrangers,
aider les enseignes étrangères à pénétrer notre marché, ou les enseignes françaises aussi à pénétrer les marchés étrangers. Parce qu'il y a une volonté quand même des enseignes, il faut quand même le signaler, parce que c'est dans les signes positifs d'enseignes étrangères qui veulent s'implanter en France. Alors justement, c'était ma prochaine question, du côté des enseignes. Alors, quelle est la température? Je pense que Christophe en parlera encore un peu mieux que nous, mais nous le ressent... Chez vos clients, en tout cas. Oui, la température est plutôt, j'ai envie de dire, bonne. Clairement, aujourd'hui, les enseignes sont revenues à leurs fondamentaux. C'est quoi leurs fondamentaux? C'est avant tout d'abord être un métier de commerçant. Donc on a connu les belles années où elles étaient dans des axes de développement où la priorité c'est d'ouvrir des magasins, pas forcément en adéquation avec un compte d'exploitation et donc un compte de résultat. Alors qu'aujourd'hui les enseignes sont vraiment là pour ouvrir des magasins avec j'ouvre un magasin pour prendre des parts de marché, pour délivrer aux consommateurs et surtout faire en sorte que les magasins fonctionnent et soient rentables. Donc, mais ce qu'on a pu remarquer, en tout cas, nous, ce qu'on a ressenti ces derniers mois, c'est que, contrairement à ce que l'on peut entendre, même s'il y a malheureusement, il y a des enseignes qui quittent un peu pour le moment ce circuit connu, c'est qu'il y a de la demande, il y a des recherches, il y a un vrai travail, en tout cas pour des enseignes, des groupes comme nous, de conseils à aller chercher des emplacements pour accompagner ces enseignes. Donc oui, il y a quelques difficultés peut-être ressenties, c'est certain, sur le prêt-à-porter, mais Christophe va vraiment bien vous l'expliquer, et on le sait tous, il y a quand même aujourd'hui d'autres activités qui tirent leur épingle du jeu, si vous autorisez l'expression, et on retrouve aussi des activités qu'on avait eues de par le passé perdues de vue. En tout cas, moi, j'ai connu, et nous, spécialistes du commerce, on a connu aussi, où vous avez des commerçants indépendants de plus en plus qui reviennent aux premiers amours, à savoir, on développe des magasins multimarques, on a aussi de nouvelles typologies de commerce aussi, avec les magasins vintage ou les secondes mains, etc. etc. Donc ça revient. Ça revient, ça se développe, ça se crée, mais ça, c'est l'ADN même du commerce depuis qu'il existe. Donc c'est quoi? C'est les consommateurs qui changent, qui reviennent aux fondamentaux? Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à notre métier. C'est qu'on doit être, le commerce doit depuis toujours être à l'écoute de son consommateur. Donc on doit avoir cette capacité de s'adapter. Mais c'est vrai que ça avait un peu changé avec les confinements, le Covid peut-être? Sur la proximité. Il y a eu un retour de la proximité. Et puis il y a eu un retour après ça. Voilà, et ça c'est vrai. Mais c'est le Covid, on l'a dit, on l'a redit, on l'a lu, on l'a écrit. Le Covid a juste été un accélérateur de ce qui était endormi. Donc, parce que voilà, moi je suis issu de la distribution et quand j'ai commencé à faire du commerce, on m'a dit pour tes gondoles, il faut qu'elles soient changées toutes les semaines. Donc pourquoi vous, en tant que consommatrice, vous arrêtez un magasin, c'est ce que vous êtes appelé par un produit, alors que vous êtes passé 48 heures avant, dans la même rue, dans la même boutique, et vous vous retournez. Pourquoi? Parce que la gondole a changé, il y a un produit qui vous interpelle. Bon, c'est ça, il faut être à l'écoute de son consommateur. Nous, on doit être à l'écoute de nos clients. C'est la raison aussi pour laquelle on a créé cette fameuse nouvelle ligne business Client Financial Solution, pour pouvoir effectivement répondre à un besoin, en tout cas, une demande. C'est effervescent, en tout cas. Et juste sur le dernier point investissement, les volumes d'investissement seront quand même satisfaisants à la fin de l'année, parce qu'il y a des gros deals en cours, BHV, qui ont commencé et qui vont se finaliser. Le BHV, mais il y a déjà un deal qui a été finalisé au mois de juillet, qui n'est pas compté dans le premier semestre et qu'il faut compter à notre sens. C'est la foncière Gallimot qui a été cédée, donc et achetée par Carmila. Donc ça, c'est des volumes d'investissement qui doivent être comptés dans les chiffres sur le deuxième semestre. Donc on va se retrouver avec des chiffres qui seront satisfaisants, même si c'est pas le reflet d'une vraie dynamique de marché. Et pour 2024, Alors 2024, je n'ai pas la boule de cristal. Malheureusement, tout va dépendre de la BCE et de la Fed. Voilà. Donc s'ils continuent leur politique de resserrement... Oui, mais on s'aperçoit finalement qu'il y a peut-être un repricing des actifs. Et finalement, quand il y a un repricing des actifs, la liquidité revient. Oui. Voilà. C'est le but recherché d'ailleurs. C'est le but peut-être recherché, je ne sais pas, mais quel est le but de la Fed et de la BCE? J'ai des idées, mais je ne vais pas les exposer ici. Mais du coup, oui, s'il y a bien évidemment une volonté de repricer les actifs, on va se retrouver sur une liquidité. Et on l'a. Et Parinor est un exemple, c'est en cours, et il y a eu de l'intérêt pour cet actif. Ouais. Eh bien, merci Fabrice Fubert et Bruno Ancelin. Alors, Christophe Noël, vous êtes le délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà cette fédération ? Je vais tâcher d'être aussi bref que mes amis. Pour vous dire que la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires, elle a succédé l'an passé au Conseil national des centres commerciaux, donc ça a déjà une 40aine d'années.
Et notre vocation, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs de l'immobilier commercial. Et donc, c'est pour ça qu'on se flatte de compter Priority Estate parmi nos adhérents, par exemple. Et pourquoi faire ? Pour d'abord peser collectivement, et en ce moment particulièrement pour essayer de redonner davantage ses lettres de noblesse à un secteur qui a fait l'objet pendant 10 à 15 ans de critiques systématiques. Et donc, on essaye d'en finir avec le retail bashing. C'est un vrai sujet d'image, parce que cette image, elle conditionne notre capacité à nous faire entendre collectivement de la part des pouvoirs publics, des élus. Et c'est évidemment la raison pour laquelle on compte effectivement quelques centaines d'adhérents. C'est évidemment pour porter notre voix collectivement. Mais on a aussi un sujet qui est celui de faire travailler ensemble nos adhérents, et en particulier pour affronter les défis des mutations qui s'offrent à nous, qu'elles soient conjoncturelles, comme celles qu'on discute en ce moment, ou bien plus structurelles, en particulier avec les enjeux de la transition écologique, de la décarbonation de nos activités. C'est des sujets qui sont difficiles à appréhender, et en particulier pour des entreprises de taille relativement modeste dans leur ensemble. Et donc l'idée, c'est qu'on travaille avec des commissions techniques, RSE, bail commercial, urbanisme, voilà, pour mettre en commun des savoirs et des compétences au bénéfice de tous. Alors, vous avez évoqué les centres commerciaux, justement. Quel est leur avenir, selon vous ? Alors, déjà, leur présent est plutôt bon. Je rappelle qu'après le Covid, qui a très durement ébranlé ce secteur avec les fermetures administratives, l'activité, elle a très largement repris. On a retrouvé les chiffres d'affaires de 2019, même s'il manque quand même 10% de fréquentation par rapport à ce qu'on a connu en 2019. Donc, ça veut dire quoi ? Que les consommateurs achètent plus, du coup si, Oui, le panier moyen ou le taux de transformation, augmenté, ça, je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, l'un des deux a vraisemblablement, ou les deux ont un peu augmenté. Donc, il y a un effet de rattrapage, mais surtout, puisque vous m'interrogez sur le futur, on est extrêmement serein sur le devenir des grands centres commerciaux en particulier, qui ont ces facultés à rassembler sous un même toit des offres de plus en plus diversifiées, et puis surtout ceux qui sauront évidemment jouer de leur intégration urbaine, de leur desserte par les transports en commun. C'est-à-dire que bien sûr, chaque détenteur d'actifs doit se poser la question de se dire comment je me projette à 20 ou 30 ans pour justement améliorer mon site en matière de desserte par des moyens doux, par exemple, en termes d'intégration urbaine. Là-dessus, le plan de transformation des entrées de ville va peut-être nous aider, en tout cas nous donner un cadre juridique nouveau pour essayer de faire évoluer ces actifs. Mais c'est l'idée. Je ne dis pas que ce sera simple pour toutes les catégories d'actifs et qu'il n'y aura pas des investissements conséquents à consentir sur certains, mais ce dont je suis absolument sûr, c'est que les gens, dans 25 ou dans 30 ans, continueront à fréquenter massivement les sites commerciaux. Est-ce qu'on imagine, je ne sais pas, une mutation des usages, par exemple ? Elle est déjà très enclenchée, en fait. Il y a deux types de mutations. Il y a ce qui se passe à l'échelle d'un actif commercial et en son sein. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on accueille des nouvelles activités ? Vous avez peut-être vu fleurir dans un certain nombre de sites, et en particulier les sites de la couronne parisienne, qui sont des polarités commerciales extrêmement puissantes, avec des sites qui font 15-20 millions de visiteurs, Vélizy 2, Créteil-Soleil, les Arcades, mais aussi Cergy Trois-Fontaines, par exemple, qui ont accueilli des zones et des pôles de restauration, très souvent avec un multiplex refait, comme c'était le cas à Vélizy, par exemple. Et donc, évidemment, à de nouvelles activités comme la restauration, il faut un nouveau cadre. Ça passe par des investissements pour que les gens ont envie de manger dans un cadre, évidemment, agréable. Et les performances sont vraiment au rendez-vous. Cette diversification d'usage, elle prend d'autres formes. On va voir de plus en plus de développement d'activités de loisirs, d'activités de service à la personne, tout ce qui va toucher aussi à la santé, au bien-être, au sport. On voit que, oui, ça gagne des mètres carrés. Vrai, oui. Ça y est. Alors, c'est très présent déjà dans les zones commerciales de périphérie. On a vu les salles de sport investir massivement, les retail parks en particulier. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'on verra ça aussi dans les centres commerciaux. Voilà, donc ça, c'est la mutation à l'intérieur même des sites commerciaux existants. Et ensuite, il y a la question que j'évoquais déjà de l'intégration urbaine et de la façon dont la ville va se recomposer autour des polarités commerciales. Nous, notre conviction, et d'ailleurs, je pense que le Covid l'a bien démontré, c'est que le commerce, la restauration, les loisirs, c'est ce qui fait le sel du vivre ensemble et qui crée l'animation urbaine. Et donc, aujourd'hui, on doit réinventer un nouvel urbanisme en France. C'est l'ambition du plan présenté la semaine passée par le gouvernement. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que les acteurs du commerce que nous représentons soient vraiment à un rôle clé, un rôle pivot pour justement créer la polarité, l'animation de ces nouveaux quartiers de la ville de demain.
Tout à l'heure, vous parliez de la rénovation énergétique. Dans quel état d'esprit sont justement les acteurs du commerce par rapport à ça ? Contrasté, aimerais-je vous dire, parce que d'un côté, on a des enseignes qui sont préoccupées de l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Ils sont vraiment préoccupés ou c'est un peu du greenwashing ? Non, elles le sont dans le sens où elles se posent la question de savoir comment elles vont y arriver. Il y a un vrai enjeu. Les leviers que vous avez sur l'aménagement d'un magasin, ils sont limités. Il y a beaucoup de coûts à un coût, comme le changement des luminaires pour passer en 100% LED, par exemple. Vous le faites une fois, mais si vous l'avez déjà fait ces 15 dernières années, comment est-ce que vous faites pour améliorer votre bilan encore ? Il y a des solutions certainement. Du côté des bailleurs, je pense qu'il y a plus de sérénité parce qu'en réalité, ça fait un moment que toutes les foncières sont déjà engagées dans un mouvement de diminution des consommations. On a eu en plus un exercice grandeur nature l'hiver dernier avec le plan de sobriété et les performances qu'on a atteintes collectivement vont au-delà de nos espérances. Et donc, mais là, tous les commerçants ont joué le jeu l'hiver dernier. Enfin, tous ceux qui étaient, en tout cas... je ne saurais pas répondre de tout le monde. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là où on a mesuré les consommations, et en particulier dans les parties communes de centres commerciaux, les décrues de consommation ont été massives. Tu avais un hiver doux. Ça a pu jouer. C'est vrai que ça a aidé. L'hiver n'a pas particulièrement été peu chaud et je crois que là aussi, on a encore des bonnes performances. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'obtiennent par le pilotage des installations, des investissements bien sentis. Mais finalement, je pense que l'approche des professionnels de l'immobilier, que sont les foncières, les gestionnaires de sites, elle a sans doute un petit peu d'avance finalement sur celle des commerçants. À nous maintenant de collaborer intelligemment parce que je rappelle qu'on est collectivement responsable de la performance à l'échelle d'un ensemble immobilier, c'est-à-dire que bailleurs et locataires doivent travailler la main dans la main et on a encore un peu de pain sur la planche. Et c'est quand même bien parti. Pour 2030, personnellement, j'ai pas d'inquiétude. Je pense pour 2050, que ce sera peut-être... pour 2050, il va falloir aller bien au-delà. Et à un moment, vous savez, vous avez des effets de seuil dans ce genre de choses. S'il faut commencer à rentrer dans des travaux, par exemple, d'isolation, des toitures, et ainsi de suite, on parle de travaux lourds. Évidemment, par contraste avec l'installation d'une GTB ou un bon pilotage des installations ou changer ses ampoules, évidemment, c'est infiniment plus simple, quoi. Un petit mot peut-être sur le SIAC qui commence demain, on l'a dit en début d'émission. Donc c'est la 18e édition de ce salon avec pour thème Retail is back. Donc en quoi cette édition sera particulière et quel est le programme ? Alors, il y a 2 ans maintenant que notre fédération, qui était organisatrice, a entre guillemets confié les clés à un professionnel du genre qui s'appelle Comexposium. Et ce qu'on souhaite faire avec Comexposium, c'est d'abord un salon du commerce beaucoup plus large, puisque ça s'inscrit dans le cadre de Paris Retail Week, et on espère effectivement voir de plus en plus de clientèle ou de visitorat croisés entre les 2 événements, Paris Retail Week d'une part et le SIAC d'autre part. Donc on a cette année d'abord un peu doublé le programme des conférences, parce qu'on a 2 espaces de conférences. Donc on va essayer de faire un peu de prospective aussi. On va parler un petit peu de la perspective des Jeux Olympiques, par exemple. On va aussi beaucoup parler des territoires, parce que ça aussi, je crois que c'est un repositionnement important de notre fédération, c'est qu'on s'intéresse à toutes les formes d'immobilier commercial, y compris ce qui se passe dans les centres-villes. Donc on aura par exemple pour la première fois en clôture du siècle la remise de nos trophées qui traditionnellement se remettaient au dîner de gala qui a lieu ce soir. Là, on essaye d'innover. Il y a une nouvelle catégorie de trophées. Justement, on va récompenser 2 villes qui ont eu des actions particulièrement remarquables en matière d'attractivité de leur centre-ville, des villes du plan Action Cœur de Ville. Et on fait ça avec l'ANCT, qui est également un de nos adhérents. Et je crois que la ministre aussi, Olivia Grégoire, sera présente. On aura, comme l'an passé, l'honneur et le privilège d'accueillir la ministre demain matin pour l'inauguration du salon. On s'en félicite. Je crois qu'elle est très intéressée de venir discuter avec nos adhérents justement sur ces questions de la transformation de la ville. Il y a des précédents, on a déjà quelques exemples assez fameux. Maintenant, il va falloir que nos adhérents se redoublent encore d'efforts, parce que finalement, ces projets très complexes ont mis tellement de temps à mûrir, et il y a eu tellement d'échecs malheureusement à cause d'obstacles administratifs ou judiciaires parfois insurmontables, que voilà, je crois que la ministre a très envie de découvrir quels seront les futurs projets pour restructurer les zones commerciales, mais plus généralement pour inventer la ville de demain. Le fameux millefeuille administratif. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour cette émission. Merci Audrey Jourdain. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du MAG au carré sur Radio Imo. Le MAG au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.